préfère toujours la vérité. Cinq, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Radio X-Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. Et c'est parti, bon vendredi, bienvenue sur les ondes de Choix 98.1 Radio X à Québec. On est le 14 mai 2021, 18h03. Christian Page, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Marceau. Très occupé cette semaine, hein? Ouais, pas pire. C'est des heures particulières, disons. OK. Donc, pour les auditeurs qui sont avec nous et qui ne le savaient pas, je faisais le show du matin, ce qui fait en sorte que je me levais à 2h du matin. Et là, Christian était bien inquiet parce qu'il aime bien être avec nous le vendredi soir. Puis il a dit, Yann, y a-tu un Radio X-Files quand même vendredi? Exactement. Ben oui. Ah oui. Tu as répondu à mes inquiétudes. Ouais, Quelle angoisse. Mais t'inquiète, il donne pas de prime même si je fais des doubles. Faut voir ça avec les patrons, là. Ah oui, voilà. Hey, quelle belle température on a en Québec et ça va être comme ça pour les 5-6 prochains jours. On est gâtés. J'espère que vous avez la même chose dans le secteur de Montréal. Absolument, vraiment magnifique. Mais on a passé les derniers jours, là, je te dirais, en début de semaine. Ouais. C'est pas pour Québec, mais dans la région de Montréal, c'était plutôt frisquet. Nuageux, couvert, mais très frisquet là, pour des températures de fin du mois d'avril, comme ça, début mai. Je trouvais que c'était un peu difficile. Mais bon, là maintenant, tout est parfait. Le soleil, lui, c'est merveilleux. Dans ma caméra rouge, oh oui, absolument. Tu m'arraches les bouts de la bouche, toi, là. Oh, que tu me connais. Ce soir, Écoute. on s'amuse encore dans Radio X-Files avec le mystère de Coral Castle. Oui, ça c'est amusant parce que, l'été s'en vient, on est tous un peu dans l'idée un peu festive. Ouais. Et je sais que tu te rappelles très très bien que le 15 mars 2019... Ah ben oui! Puisque tu me le rappelles, le 15 mars 2019, on avait fait une émission, on avait reçu à l'émission Jean-Pierre Adam, Ouais. qui est un architecte, un archéologue français, très très réputé, en fait l'un des plus réputés de France. Il est associé au musée du Louvre à Paris. Et Jean-Pierre Adam a dirigé plusieurs chantiers de recherche autour dans l'Égypte antique, principalement là, des chantiers près des pyramides. Et il y avait à ce moment-là un documentaire qui circulait, puis qui continue de circuler, bien sûr, sur les réseaux sociaux, YouTube et compagnie, qui fait beaucoup jaser, et qui s'appelait La révélation des pyramides. Et de toi à moi, et je pense qu'on en avait clairement fait la démonstration dans cette émission-là, c'est à peu près de la bouillie pour les chats. Mais c'est vrai que quand on parle des pyramides, il y a toujours cette idée, une espèce de fantasme où on s'imagine toutes sortes de choses, alors que dans les faits, le grand mystère ou les mystères entourant les pyramides d'Égypte et principalement les 3 grandes pyramides qui sont situées sur le plateau de Gizeh, donc en banlieue du Caire, il y a plus beaucoup de mystères autour de ça. Mais c'est vrai, écoute, je te fais une petite confidence, ça fait quand même 45 ans que je suis dans ce milieu-là, c'est vrai que les gens qui sont très très mordus des mystères, ils vivent dans une espèce de bulle où toute explication n'entre pas. Tu sais, c'est comme un milieu qui est imperméable aux explications. Même si on trouve des explications au monstre du Loch Ness, au triangle des Bermudes, ces explications-là ne les rejoignent pas, ne pénètrent pas dans leur bulle. Tant et si bien que ça leur permet, à satiété, ad nauseam, de nous ressortir le mystère de. Fait que donc, si aujourd'hui on arrivait avec une explication définitive, par exemple, au monstre du Loch Ness, tu peux être certain que dans 3 semaines, il y aura quelqu'un ou dans cette bulle de l'inexpliqué, des gens vont se poser la question, quelle est la créature mystérieuse dans le Loch Ness? Tu vois, les explications ne les rejoignent pas.
Et c'est exactement ce qu'expliquait Jean-Pierre Adam, c'est-à-dire que dans le cas des grandes pyramides, ou de la grande pyramide, celle de Khéops en particulier, il y a toutes sortes de fantasmes qui tournent autour de ça, mais il faut savoir qu'au cours des 30-40 dernières années, l'archéologie a apporté à peu près toutes les réponses que l'on souhaitait. On sait d'où viennent les blocs, on sait comment on les a transportés, non seulement on a des dessins, on a également des registres. On a un document qu'on appelle le document de Mérer, qui lui était une espèce de comptable pour le pharaon, et on a retrouvé un parchemin dans lequel Mérer dit, ben voilà, je vais aller rencontrer les gens, les tailleurs de pierre, et on a pris 15 blocs, on les a mis sur les bateaux, on les a amenés jusqu'au plateau de Gizeh pour la construction. Donc, on a une espèce de document comptable qui explique comment on achetait, ou plutôt on se procurait des blocs de pierre, puis on les amenait au chantier de la pyramide. Les travaux archéologiques ont permis également de découvrir qu'il y avait autour du grand chantier de la pyramide des espèces de canaux sur lesquels on plaçait les blocs, et les blocs étaient amenés directement au pied de la pyramide en flottant littéralement sur des radeaux. Et une fois qu'ils arrivaient au pied de la pyramide, on avait construit une rampe qui permettait de les hisser au sommet de la pyramide. Bien sûr, il y a encore quelques petits détails que l'on ignore, mais ça n'en fait pas des mystères, c'est-à-dire que on ignore est-ce que parce qu'on a mis à jour certaines rampes au pied de la pyramide, mais ces rampes, est-ce qu'elles montaient d'un seul côté de la pyramide ou est-ce que c'était des rampes en escalier autour de la pyramide? Est-ce que c'était des rampes dont une partie se trouvait à l'intérieur de la pyramide et qu'on a retiré après l'achèvement du monument? Il y a ces petits détails, mais dans les grandes lignes, on sait qui, quand, comment on a amené les blocs, comment on les a montés, comment les architectes s'y sont pris pour orienter le monument. Bon, il n'y a pas de mystère autour de ça. Mais je sais, même si on dit ça, même si les archéologues répètent la même chose depuis 20 ou 30 ans maintenant, demain ou après-demain, il y aura un nouveau documentaire, Le mystère de la Grande Pyramide. Tu comprends? On dirait que les explications n'y arrivent pas. Les explications ne rejoignent pas les gens qui aiment entretenir ces mystères. Et même si dans leur discours, c'est « nous sommes là pour résoudre des mystères », souvent on les rencontre, ces gens-là, sur la rue. Et moi, quand ils me parlent, ils disent « Ah, moi, je suis intéressé, ces mystères-là, je veux les démystifier. Hein, c'est le grand mot, je veux les démystifier, je veux les expliquer. » Et là, je leur dis « Ouais, mais le problème, c'est que 80% des mystères dont vous nous parlez, on les a, les explications, il n'y en a plus de mystères. » Mais ces explications-là ne les rejoignent pas. Ils les refusent. On fait table rase de ce que la science nous a appris pour pouvoir à nouveau nous resservir le même vieux mystère. Et je fais cette longue introduction pour te dire qu'à ce moment-là, quand on avait parlé du mystère des pyramides, dans ce document, en fait, c'était une réaction à ce documentaire qui circule là, sur YouTube notamment, qui s'appelle « La révélation des pyramides », qui est fait par un personnage plutôt méprisable, qui s'appelle Jacques Grimaud, qui insulte à peu près tout le monde qui n'est pas de son avis. Un individu très, très particulier. Mieux vaut être l'ami de M. Grimaud qu'être son ennemi, parce que si tu es son ennemi, tu peux t'attendre à avoir une flopée de courriels incendiaires, sinon complètement orduriers. Là. Dès que sur les médias sociaux, des gens expriment des doutes quant aux affirmations de Grimaud, qui sont d'ailleurs absolument fausses, il y a des éléments là-dedans où il y a des mesures qui sont inexactes, des affirmations tout à fait éhontées, même, je dirais, des affirmations qui sont presque vulgaires pour la pensée humaine. Monsieur Grimaud répond par les insultes et la calomnie. Cela étant dit, au moment où on avait parlé de ce mystère-là des pyramides, bien sûr, il y a toujours, dans l'imaginaire collectif, cette idée que, parce qu'on le sait, dans les années 60, il y a ce mouvement, puis on en a parlé aussi à l'émission, ce mouvement des anciens astronautes qui est apparu. Bon, déjà dans les années 50, on commençait à en parler. Donc, des gens qui se penchaient sur des mystères historiques. Il y avait bien sûr à l'époque la Grande Pyramide, mais il y avait également les statues de l'île de Pâques, les plaines de Nazca, les dessins, des géoglyphes que l'on retrouve à Nazca. Donc, tous ces grands mystères de l'histoire suscitaient des interrogations. Et là, on s'est mis à penser, et pourquoi pas des extraterrestres? Il faut se remettre dans le contexte du temps. C'est les années 60. On a envoyé le premier satellite dans l'espace en 1957. Au début des années 60, on parle d'envoyer des hommes dans l'espace. Il y a le vol de Yuri Gagarin, le vol de John Glenn, le premier Américain orbité autour de la Terre. On est au tout début des années 60.
Et puis cette promesse de Kennedy de dire d'ici la fin de la décennie, nous mettrons des hommes sur la Lune. Et là, on assiste les gens dans leur chaumière, à travers les journaux, à travers la télévision, on voit un peu cette course à la Lune, parce que c'est véritablement ce qui se passe entre les Russes de l'époque, qu'on appelait les Soviétiques. Donc c'est un bras de fer entre les Soviétiques et les Américains pour qui arriverait les premiers sur la Lune. C'était l'ère de l'espace. Et là, on se dit, il y avait bien sûr à travers ça, en coulisses, tout ce phénomène des ovnis qui était rapporté dans la presse, des gens voyaient, et on continue encore aujourd'hui, à voir des phénomènes aériens inexpliqués, inexplicables. On se disait, si c'était des extraterrestres qui nous rendaient visite. Et dans cette foulée, on s'est mis à impliquer, on a élargi le cercle en mettant des énigmes à caractère archéologique. Ici, les extraterrestres aussi avaient contribué à la construction des pyramides. Ici, les extraterrestres avaient aidé les Mayas à construire leur temple dans le jungle. S'ils avaient aidé les Rapa Nui à déplacer des statues de l'île de Pâques. Et ces mystères-là ont formé ce qu'on appelle la théorie des anciens astronautes, qui avait été prise, qui avait été évoquée, comme je l'ai mentionné, d'abord dans les années 50, principalement sous la plume d'un type qui s'appelait Robert Charroux. Mais Robert Charroux écrivait dans un style littéraire assez hermétique, c'était un érudit, donc une littérature difficile pour monsieur et madame tout le monde. Et puis arrivent les années 60 avec des ouvrages remarquables, Le Matin des magiciens de Louis Powell et Jacques Bergier, qui est un ouvrage beaucoup plus populaire et populiste, et surtout à la fin des années 60, Erich von Däniken, que l'on considère comme le père de la théorie des anciens astronautes, même si d'autres avant lui l'avaient évoqué, qui va écrire un ouvrage magnifique qui s'intitule Présence des extraterrestres. Le titre original en allemand était Souvenirs du futur. Et quand je dis un ouvrage magnifique, il est magnifique à cause de sa forme. Il fait rêver. Von Däniken a une plume où il nous amène à travers le monde, nous fait découvrir ces monuments dans un style littéraire à la fois enchanteur, mais en même temps accessible à monsieur et madame tout le monde. Tout ça, c'est de la foutaise quand même. C'est pas parce que t'écris bien, c'est pas parce que c'est très imagé que c'est forcément plus convaincant. Dans la foulée de von Däniken, d'ailleurs, des historiens, des archéologues vont se sentir interpellés et vont publier aussi des ouvrages. Bon, von Däniken, son ouvrage s'appelait Présence des extraterrestres. Des historiens vont écrire Le naufrage des extraterrestres. Bon, tu vois un peu le genre, dans lequel ils reprennent les grandes énigmes proposées par ces réhistoriens, appelons-les comme ça, ouais. Et qui disent, ben voilà, tout ça tient pas la route, on sait comment les statues de l'île de Pâques ont été construites, on sait comment elles ont été déplacées. Il y a un côté un peu pernicieux là-dedans, Yannick, il faut quand même le mentionner, et, parce que dans cette vision-là, on a une vision très xénophobe. C'est l'idée, il ne viendrait pas à personne de se dire le Colisée de Rome a été construit par des extraterrestres. Il ne viendra pas à l'idée de personne de dire les grandes cathédrales d'Europe dont les ouvriers avaient des outils tout à fait rudimentaires, même si on était au 12e ou 13e siècle, les outils qu'utilisaient les maçons qui ont construit les grandes cathédrales d'Europe étaient assez semblables à ceux qu'utilisaient les Égyptiens de l'Antiquité, un fil de plomb, un équerre, une règle, des ciseaux à froid, puis on taillait les blocs, puis on les empilait, puis on faisait des constructions. Il n'y avait pas de machinerie lourde, il n'y avait pas de grue, il n'y avait pas rien. Là. Et pourtant, il ne nous viendrait pas à l'idée de dire, voilà, les grandes cathédrales d'Europe ont été construites par des extraterrestres. Il y a deux raisons pour ça. La première, c'est qu'on a des documents qui indiquent bien comment ces grandes constructions ont été faites, mais surtout, on ne remet pas ça en question parce que dans la pensée des années 60, pensée des années 70, on se dit que seuls des gens qui sont issus d'une société occidentale, blanche, peut réussir des œuvres comme celle-là. Et c'est pour ça qu'on se met à se dire, voyons, des Africains du Nord, à la peau basanée, moyenne-orientale, seraient pas capables de construire les pyramides. Des gens de l'Afrique du Sud ne seraient pas capables, des Noirs appartenant à des communautés africaines, quand on parle de l'Afrique noire, ils seraient pas capables de construire, par exemple, les ruines de Zimbabwe qui se trouvent aujourd'hui dans le Zimbabwe qui autrefois s'appelait la Rhodésie. Donc non, c'est pas possible. Il faut qu'ils aient eu l'aide de quelqu'un pareil. C'est pareil pour le Mésoamérique. Des Indiens, des Amérindiens, des peaux rouges avec des plumes sur la tête, ils ne pourraient pas construire des cités gigantesques dans la jungle. Donc, il leur faut une aide quelconque. Ou bien ce sont des extraterrestres, ou ce sont des Blancs occidentaux
qui ont survécu à l'Atlantide. Hein, donc, c'est un peu comme des faux Grecs, mais qui restent quand même des Occidentaux à la peau blanche avec des toges qui sont allés leur enseigner comment faire tout ça. Et ça, c'est très xénophobe de penser comme ça parce que c'est spolier des grandes sociétés de constructions remarquables qu'ils ont fait. Et ça, je disais xénophobe, mais c'est presque raciste de croire ça, là. Alors que l'on sait, les historiens, les archéologues ont mis à jour énormément d'outils, des méthodes de construction qui nous expliquent très bien comment les Mayas ont construit leurs temples au milieu de la jungle et pourquoi ils les ont construits au milieu de la jungle. On sait comment les anciens de Nazca ont tracé les lignes sur le sol et à quoi elles servaient ces fameuses lignes. On sait que les Égyptiens qui étaient des peuples de l'Afrique du Nord, qui étaient des gens effectivement dont l'origine ethnique se rapprochait des gens du Moyen-Orient. Au départ, parce qu'on a eu quand même, à un moment donné, une dynastie de pharaons égyptiens qui étaient entièrement noirs, qui venaient de pays beaucoup plus au sud. Et les derniers régnants en Égypte, par exemple, comme Cléopâtre, elle était grecque, était d'origine grecque. Donc là, oui, on parle de blancs occidentaux. Mais au départ, les grands pharaons, comme le pharaon Khufu, qui a fait ériger la grande pyramide de Khéops, il était un fier représentant de la communauté du Moyen-Orient, là, de cette communauté-là du Nord-Afrique et du Moyen-Orient. Donc, ces gens-là n'ont pas eu besoin d'attendre des Blancs de culture occidentale pour construire leurs monuments. Et ça, malheureusement, la théorie des anciens astronautes, trop souvent, évoque en coulisses. On le dit pas, c'est pas mentionné ouvertement. Nous allons vous présenter une théorie raciste. Non. Mais c'est quand même, malheureusement, cette idée-là de dire que les peuples de l'Antiquité, s'ils n'étaient pas issus d'une communauté blanche occidentale, ils n'auraient pas pu faire de telles constructions. Et donc, dans le cas de la Grande Pyramide, on a évoqué ça, et pourtant, Jean-Pierre Adam a bien expliqué que tout ce que l'on sait aujourd'hui de ces constructions-là n'ont pas eu besoin d'intervention des extraterrestres. On explique ça clairement. C'était des gens qui connaissaient bien les étoiles, parce que les étoiles, la connaissance de la voûte céleste était importante pour eux parce que leur culture en dépendait. Hein, si tu sèmes au bon moment, tu pourras peut-être récolter, faire 1 ou 2 bonnes récoltes dans ta saison et à ce moment-là, fournir de la nourriture aux populations, aux communautés. Et ça, c'est très important donc d'avoir une connaissance parfaite de la voûte étoilée. C'est ce qui explique pourquoi les Mayas, par exemple, ou les Égyptiens avaient des connaissances en astronomie qui peuvent nous sembler tout à fait extraordinaires, mais qui ne sont que le propre de l'observation sur une longue échelle du mouvement céleste des étoiles. Et quand on avait parlé de la Grande Pyramide, alors que Jean-Pierre Adam nous expliquait un peu comment tout ça avait été construit, beaucoup de gens m'ont écrit pour me parler de d'autres constructions. Bien sûr, les constructions Maya, les statues de l'île de Pâques et tout le reste. Et dans ces cas-là, bien sûr, on évoque souvent le rapport avec les extraterrestres. Mais une construction qui m'a été évoquée à quelques reprises par des auditeurs, c'est une construction qui s'appelle Coral Castle. Et là, on n'est plus dans l'univers des extraterrestres, parce que bien sûr, on est aux États-Unis, en Floride, société, culture blanche, occidentale, donc pas besoin de faire intervenir les extraterrestres. Ici, dans le cas de Coral Castle, c'est une structure, une espèce de grande enceinte qui entoure des jardins et des constructions. Tout est fait en corail et tout ça n'a été fait par un seul homme. Et il a mis des années à construire ça, mais un seul homme et certains blocs qui ont été utilisés pour la construction de Coral Castle sont 10 ou 20 fois en taille et en poids ceux utilisés pour la grande pyramide de Khéops. Et pourtant, l'auteur de Monsieur Ed Ledskalnin, qui est le constructeur de Coral Castle, a construit ça pendant des années. Au départ, il l'a construit au milieu des marécages. Il le faisait seul. Il le faisait la nuit. Il évitait que les gens puissent voir comment il travaillait. Il s'assurait donc de travailler toujours loin des regards indiscrets. Et aujourd'hui, M. Ledskalnin est décédé depuis 70 ans maintenant, mais Coral Castle, crois-le ou non, a même été déplacé parce que M. Ledskalnin, quand il a fait sa construction, ça attirait des gens, alors il faisait payer 10 cents d'entrée.
Mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui lui a dit « C'est dommage que ta construction soit près de Florida City à l'époque. » Il dit « Parce que tu es presque dans les marécages des Everglades. » Il dit « Si tu avais été plus près de Miami, le tourisme aurait été meilleur. » Alors, ne faisant ni un ni deux, M. Letts Callin a dit « Ben, on va simplement déplacer le château. » Et effectivement, à la faveur de la nuit, avec une remorque, hein, il a déplacé chacun des blocs, il les a défaits, remontés sur la remorque, loin des regards indiscrets, et il a demandé à un voisin qui avait un tracteur, qui a déplacé les blocs, qui déplaçait ensuite la remorque, entre Florida City et Homestead, juste au sud de Miami, où se trouve aujourd'hui Coral Castle. Donc il a littéralement déplacé son œuvre. Et encore aujourd'hui, les gens vont voir Coral Castle, et à l'entrée, d'ailleurs, j'ai mis un paquet de photographies, parce que je vais aller là-bas, j'ai enquêté là-dessus, j'ai rencontré les architectes. Donc, j'ai mis un paquet de photos, les gens pourront les voir. On a un calé sur le site de Radio X-Files. Ce sont des photos que j'ai prises. Évidemment, j'en ai mis une de moi assis au milieu du Coral Castle. Et les gens vont là et regardent cette construction et ça semble effectivement sorti d'un imaginaire complètement fou, mais en même temps, c'est si spectaculaire qu'on se demande comment un seul homme, qui n'avait pour tout outil à peu près que sa bicyclette et un marteau, a pu construire une œuvre comme celle-là. Alors là, on se met à fantasmer, à imaginer. Ici, Ed Letts Callin connaissait le secret de l'antigravitation. Ce qu'il disait d'ailleurs, quand les gens allaient le visiter dans les années 40 et 50, en fait au début des années 50, il est décédé en 1951, mais au tout début, fin des années 40-50, quand les gens allaient le voir et s'émerveillaient devant le Coral Castle, on lui demandait, mais comment vous avez fait pour déplacer ces obélisques ou ces immenses murs, ces gros blocs qui forment les murs? Et Letts Callin aimait bien entretenir le mystère. Il disait, vous savez, je connais le secret des constructeurs de pierre comme ceux des pyramides. Donc, il entretenait cette espèce de mystère et c'est fantastique. Les gens qui nous écoutent, qui ne connaissent pas Coral Castle, j'ai fait une petite capsule, vous l'entendrez dans la deuxième partie de l'émission. Et ceux qui connaissent Coral Castle, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs, beaucoup de Québécois qui visitent la Floride, c'est quasiment un deuxième Québec, et très certainement beaucoup d'entre eux ont visité Coral Castle et se sont émerveillés devant ce travail réalisé par un seul homme. Un petit bonhomme, hein? Il pesait 45 kilos, il mesurait 5 pieds 1, et comme je l'ai mentionné, il n'y avait pas de voiture, rien, il n'avait qu'une bicyclette et des outils rudimentaires, des outils en fait qu'il se fabriquait très souvent lui-même à partir de rebuts qu'il trouvait dans des dépotoirs. Donc il ramassait un morceau de métal à gauche, à droite, attachait un bout de bois après ça et soudainement ça faisait un rabot et voilà. Ce n'était que ces outils qui ont servi à construire l'imposant Coral Castle. Comment s'y est-il pris? Ed Letts Callin connaissait-il des secrets sur l'antigravitation, le magnétisme qui aurait permis de construire cette œuvre loin des regards indiscrets? Il y a peut-être même un lien entre le Coral Castle et l'Area 51, la zone 51. Mais ça, écoute, on le découvrira dans notre petite capsule dans la deuxième partie de l'émission. Là, pour l'instant, on a quand même ces photos. Les gens peuvent se plaire à les regarder. Ça lui donne une bonne idée. Il y a une photo parmi les photographies. Il y a 2 photos, j'insiste tout de suite pour dire, 2 qui sont en noir et blanc, qui ne sont pas de moi. L'une où on voit M. Ed Letts Callin et la deuxième, elle est importante parce qu'on voit une partie de la construction du Coral Castle et on voit une espèce de tripode avec une boîte à son sommet. Et c'est peut-être le secret du Coral Castle. Donc c'est peut-être un outil qu'a utilisé Ed Letts Callin et dont on ignore exactement quel était le mécanisme qui permettait de l'utiliser ou à quoi il servait. Mais en tout cas, bref, on en reparlera un peu plus tard. Pour le reste, écoutez, amusez-vous à regarder les photographies. Ce sont des belles images qui montrent l'ensemble de Coral Castle. Comme je l'ai mentionné, une espèce de grande enceinte qui entoure des jardins avec un seul édifice à l'intérieur, qui est un bâtiment qui ressemble à une tour de donjon à 2 étages. Et au premier étage, il y a l'atelier d'Ed Letts Callin. Donc, si vous vous rendez sur place, si vous entrez dans l'atelier, j'ai mis d'ailleurs une photographie de l'intérieur. Vous allez voir, il n'y a là que quelques rouages, 3-4 chaînes, 2-3 pics, un rabot. C'est les seuls outils qu'on a retrouvés et avec lesquels, apparemment, Letts Callin a construit Coral Castle. Et au deuxième étage,
Ben, il y a un lit, une table, c'était l'appartement d'habitation de Let's Call In. Le reste ne sont que des grands jardins. Des grands jardins, d'ailleurs, qu'il avait construits dans l'espoir de reconquérir le cœur de sa belle, une jeune femme qu'il avait laissée, Agnès, une jeune femme qu'il avait laissée en Lettonie, tournant aux alentours de 1911-1912, avant de gagner l'Amérique et construire ce qui va devenir Coral Castle. Est-ce qu'on sait pourquoi il travaillait la nuit? Ah, c'est un des grands mystères. Écoute la capsule, mon petit Yannick, tu vas peut-être le découvrir. Bon, essayez d'être là. Ouais. Un petit peu plus tard dans l'émission, je vais aussi dire, l'émission sera divisée en 3, donc on va faire notre bloc nouvelle s'il nous reste un peu de temps. Il y a Coral Castle, mais je veux garder un peu de temps aussi parce que cette semaine, mais en fait la semaine dernière, a été présenté pour... en première fois, là, un documentaire sur Netflix qui s'intitule The Son of Sam, hein, le fils de Sam. C'est une histoire de tueur en série à caractère occulte qui nous replonge au milieu des années 1970. Et c'est une histoire que je connais très bien. En fait, j'ai enquêté sur cette histoire-là. Elle devait faire partie de ma série documentaire sur les tueurs occultes et également le livre que j'ai écrit par la suite, c'est sur les tueurs de l'occulte. Mais pour des raisons techniques, en fait, la raison technique, elle est simple. Canal D a décidé de ne pas utiliser The Son of Sam parce que, pour te mettre un peu dans le contexte, lorsqu'on a fait la série, on couvrait des tueurs en série qui avaient commis des crimes sur une motivation occulte. Et le fils de Sam, donc terrorisé là de New York en 1977, fait partie de ces tueurs-là. Et au moment où on a commencé à faire le montage, il y a eu une entente entre la production, qui était nous, et Canal D, pour ne pas présenter, en fait, on a mis de côté les tueurs pour lesquels il y avait déjà beaucoup de matériel qui avait été produit et diffusé. Donc, on parle de Charles Manson, on parle de Son of Sam, le tueur du Zodiac. Donc, on a mis de côté ces histoires-là, même si tout le travail de recherche avait été fait. Et dans le cas de Son of Sam, je m'étais rendu sur les lieux des crimes, j'avais rencontré des policiers, des journalistes qui avaient couvert l'affaire. Et dans la deuxième, durant la période où on va faire entendre la petite capsule sur le Coral Castle, je mettrai sur le site de Radio X-Files, je mettrai quelques photos que j'ai prises sur l'affaire de Son of Sam, dont notamment un parc où il y avait des réunions sataniques. Je mettrai également des photographies de là où vivait Son of Sam. Son vrai nom, c'est David Berkowitz. Et le lien qu'il avait avec ses voisins, la famille Carr, qui aurait été impliquée dans ces rituels sataniques. Donc, bref, on va parler de Son of Sam, mais on va en parler parce que la motivation, c'est ce nouveau documentaire sur Netflix, Le Fils de Sam, un documentaire qui nous replonge dans ces événements du milieu des années 70 et que j'ai trouvé à la fois bien, mais en même temps, tu comprends que dans des documentaires, la grande problématique, c'est souvent ce que l'on ne nous dit pas. Et dans ce documentaire sur le fils de Sam, il y a énormément de choses qu'on ne nous dit pas pour essayer d'entretenir un mystère qui n'est peut-être pas aussi profond qu'on pourrait l'imaginer. David Berkowitz était un individu qui connaissait la police, qui connaissait les médias et qui était extraordinaire pour manipuler les gens. Et ça a contribué à sa légende. Donc, on va revenir là-dessus. Ça, c'est en deuxième partie d'émission. Donc, le fils de Sam, The Son of Sam, oui ou non, était-il ce tueur occulte que nous décrit le nouveau documentaire sur Netflix? On passe à l'actualité de la semaine. On parle de possibilité de champignons sur Mars. Ah, ça, c'est assez amusant. C'est un article qui est publié dans le Scientific Research Publishing, qui a été publié il y a quelques jours. Il faut savoir, Yannick, que le Scientific Research Publishing, c'est un périodique qui se définit comme un périodique scientifique, mais qui n'en a pas nécessairement toutes les allures. C'est-à-dire que toi ou moi, même si on n'est pas scientifique, mais on a un peu de sous, on pourrait faire publier un article dans le Scientific Research Publishing. Visiblement, les éditeurs sont plus intéressés par l'épaisseur de ton portefeuille que par tes connaissances scientifiques. Et ça, donc, c'est un talon d'Achille très important. Donc, l'article est paru dans le Scientific Research Publishing. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est publié est pas bon, là. Mais il faut quand même
replacer la publication dans son véritable contexte. Disons, le Scientific Research Publishing, c'est pas Nature. Donc, on se comprend bien là-dessus. Donc, il publie un article d'un groupe de chercheurs composé principalement d'un Américain, d'un Français et d'un Chinois. Et ces gens-là, ce qu'ils ont fait, ils ont fait le travail de comparaison à partir de photographies qui ont été prises par des sondes, dont l'une est en orbite autour de Mars, le Mars Reconnaissance Orbiter, et ensuite deux autres sondes qui sont des astromobiles, donc des petits robots qui se déplacent à la surface de Mars, hein, comme les Persévérances, là, dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines. Ces deux robots sont antérieurs à Persévérance. On parle des robots Opportunity et Curiosity, parce qu'il n'y a pas que Persévérance sur Mars, il y a d'autres robots qui sont là également, qui continuent leur travail de faire des relevés et d'envoyer des photographies vers la Terre. Et sur certaines de ces photographies, les chercheurs ont remarqué qu'il y avait, parmi les roches, des petites formes blanchâtres qui apparaissaient sur certains clichés. Et on s'est demandé, bien sûr, ça ressemble un peu à des bulbes, et on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ces formes blanchâtres? Et lorsqu'on a posé la question initialement à la NASA répondit, ces formes blanchâtres que l'on voit, ce sont simplement des cristaux d'hématite, hein, c'est un minéral qui est très répandu sur Terre, et donc la NASA dit, il faut pas s'intéresser, c'est pas très préoccupant, ce sont des pierres d'hématite. Mais en regardant ces photographies, ce que les chercheurs ont remarqué, et en particulier lorsqu'ils se sont penchés sur des photographies qui avaient été prises pendant 3 jours consécutifs par l'astromobile Opportunity, ils ont remarqué où on voyait, bien sûr, de ces fameuses petites bulbes blanchâtres, dont certains semblent avoir des tiges qui les relient au sol. Ils ont remarqué que ces formes changeaient. Hein, elles grossissaient ou rétrécissaient, même dans certains cas, elles semblaient comme disparaître, dans d'autres cas, elles augmentaient de volume ou elles changeaient un peu de forme. Or, on le sait bien, les minéraux ne changent pas de forme. Une roche ne bouge pas. Alors, on s'est posé la question, les chercheurs se posent la question, tout à fait légitime, pourquoi? Et ils mettent des photographies comparatives. C'est pas rien que parce que, ouais, la publication est plus ou moins sérieuse. Non, on met également des photographies comparatives. Les photographies, ce sont de véritables photographies prises par les sondes martiennes. Donc, ce ne sont pas des photos retouchées. Ils ont tous les numéros qui permettent aux lecteurs de retourner dans les banques de données de la NASA et regarder les clichés originaux. Ça, d'ailleurs, je le dis aux gens, là, c'est un des indices. Quand vous voyez des photographies de supposés ovnis pris dans l'espace, soit sur la Lune ou pris à partir de la station spatiale, rappelez-vous ceci. Toutes les photographies de la NASA, toutes, sans exception, ont des numéros d'identification. Si la personne qui vous publie la photo d'un ovni pris dans l'espace à partir de la station spatiale et il ne vous donne pas le numéro de la photographie, il est impossible pour vous d'aller voir l'original. Et si vous ne pouvez pas voir l'original, vous ne pouvez pas avoir l'assurance que la photographie n'a pas été retouchée par un logiciel du genre Photoshop ou un truc comme ça. Ou bien, quand vous allez aller voir la photographie originale, vous allez voir qu'elle est peut-être beaucoup plus claire que celle que vous proposent ces amateurs de mystère, et parfois la clarté de l'image permet de résoudre le mystère. Donc ça, c'est très important. Et donc ici, les photographies qu'on nous présente sont bel et bien des photographies prises par ces astromobiles avec les numéros de série qui nous permettent de retourner dans les banques de la NASA. Et effectivement, on voit ces formes qui semblent bel et bien bouger ou changer de dimension, grossir, rétrécir. Et les scientifiques se posent la question, légitime, comment expliquer ces changements dans ces formes? Et là, on se dit, est-ce qu'il pourrait s'agir de champignons? Donc, des fungus, hein, une moisissure, donc des champignons, parce qu'on le sait, sur Terre, dans des régions qui ressemblent aux régions qui sont comme sur Mars. Hein. Par exemple, il faut savoir que dans le Grand Nord canadien et dans des pays scandinaves, là, comme par exemple au nord de l'Islande, tout ça, ou de la Norvège, il y a des régions qui sont très froides et très rocheuses qui ressemblent à des paysages martiens, et la NASA utilise ces endroits-là pour faire des recherches. Et on sait que dans des environnements comme ceux-là, on sait que des champignons peuvent résister et survivre dans des régions comme celle-là. Alors, est-ce qu'il est possible que des champignons
résisterait, vivrait sur Mars, serait une forme, bien sûr. Le fungus est loin de l'extraterrestre, le petit bonhomme vert antenne que l'on souhaiterait, mais si c'est bel et bien vrai, ces champignons pourraient bien être la première preuve photographiée sur un autre corps céleste, outre la Terre, qui montrerait une espèce de forme de vie. La NASA ne rejette pas entièrement cette idée-là, mais rappelle que dans un premier temps, il faut plus que quelques photographies comparatives pour conclure en la présence de champignons. Et il faut également se poser la question, ces champignons seraient-ils nécessairement d'origine martienne? Est-ce que ces champignons ne pourraient pas avoir été amenés avec, par exemple, l'une des sondes sur Mars ou apportés par un satellite? Parce qu'on le sait, on a retrouvé dans des météorites des acides aminés. Donc, ces formes de vie, ces champignons pourraient avoir été amenés sur la surface de Mars par une météorite. Mais si c'était le cas, ça resterait quand même une forme de vie extraterrestre. Exact. On s'entend bien, là. Oui. Tu sais, je veux dire, une météorite qui tombe sur Mars et que soudainement, il y a des champignons qui se développent autour, on est quand même en présence d'une vie extraterrestre. L'autre bémol... C'est bon, juste un peu décevant que ce soit des champignons. Puis l'autre bémol sur lesquels la communauté scientifique attire notre attention, c'est il y a la qualité du périodique, ce Scientific Research Publishing qui n'est pas nécessairement la revue numéro 1 de science, mais ensuite parmi les auteurs de l'article, il y a un des auteurs, un type qui s'appelle Ron Gabriel Joseph, qui est un type qui a écrit à plusieurs reprises. C'est un neuropsychologue, mais il se présente souvent comme un cosmologue, ce qui n'est pas tout à fait de la même chose. Et il a écrit dans le passé plusieurs articles où, entre guillemets, il a crié au loup. Tu vois, donc il voit une forme un peu bizarre sur une photographie prise sur la Lune ou sur Mars, et rapidement, il en a conclu qu'il devait s'agir d'une forme de vie jusqu'à ce que des critiques scientifiques montrent que c'était pas le cas. Donc là, on le retrouve, cet individu, ce Ron Gabriel Joseph, on le retrouve parmi les auteurs de cet article, et là, encore une fois, on nous fait la promotion de cette possibilité qu'il y ait sur Mars des champignons de nature extraterrestre. Donc, les scientifiques sont très réservés, mais néanmoins, il faut reconnaître que dans la qualité de cet article, ils ont eu la décence de mettre les photographies, et principalement ces fameuses photographies prises à 3 jours d'intervalle, pas à 3 jours d'intervalle, mais à 3 jours consécutifs par la sonde Opportunity, qui permet à tous les lecteurs de bien voir l'évolution de ces formes blanchâtres qui, pour l'instant, demeurent un peu mystérieuses. Le homme de voyager. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est le homme de voyageur. De voyageur? Oui, de voyageur 1. Une sonde de voyage. Bon, je le sais, Yannick, tu t'es sûrement posé la question. Bon, une fois que tu as quitté le système solaire, puis tu es dans l'espace, là, entre deux étoiles. Bon, prenons, on a notre système, on a notre galaxie, la Voie lactée. La Voie lactée contient, on ne sait pas trop exactement, là, mais c'est un peu banal, entre 250 et 400 milliards d'étoiles. C'est peu. Bon, on a donc. Ça ne pas pour 150 milliards. Bon, là, écoute, on s'en fâchera pas des fleurs du tapis, là. Bon. Donc là, on a entre 250 et 400 milliards d'étoiles. Et ça, bon, c'est uniquement dans notre galaxie. Et des galaxies, évidemment, il y en a des milliards et des milliards à travers l'univers. Et dans cette galaxie, il y a notre système solaire composé de notre Soleil, 8 planètes qui tournent autour, des planétoïdes, dont Pluton, une mini-planète, une planète naine, et ensuite, au-delà de ça, on a ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper, avec des débris. Mais au-delà de ça, il y a quoi? C'est-à-dire qu'un coup, bon, si tu restes dans la zone, disons, du système solaire, il y a clairement des gaz qui sont là dans l'espace, des gaz qui sont ou bien émis, qui sont dans l'environnement, ou qui sont des émissions des planètes. Il faut se rappeler par exemple, que Jupiter, Saturne et Uranus ne sont que des boules de gaz. Si tu rentres dans ces planètes-là, tu ne te poseras pas sur aucune surface, là. Ce ne sont que des boules de gaz. Donc, il y a des éjections, il y a des explosions. Le Soleil également a des explosions. Et là, bien sûr, ces gaz s'en vont dans se répandent à travers le système solaire. Mais au-delà de ça, à partir du moment où tu es au-delà de l'attraction du Soleil, parce qu'à un moment donné, si tu dépasses les grandes planètes, tu dépasses Pluton, tu dépasses la ceinture de Kuiper, tu te retrouves à un moment donné dans une région du système solaire où il n'y a plus rien.
tu es dans le vide interstellaire entre l'étoile A et la prochaine. Comme dans le cas, si on regarde dans notre système solaire par rapport à notre voisine, on a notre Soleil et notre voisine, c'est Proxima du Centaure, qui se trouve à peu près à 4,2 années-lumière de la Terre. Donc, quand tu te retrouves là, sorti du système solaire, dans une zone où le Soleil n'a plus aucune attraction, il n'y a plus de gaz qui est émis par les planètes, tu es dans ce vide et tu te diriges vers notre prochaine étoile, notre voisine. Ben, qu'y a-t-il dans ce vide? Tu t'es posé cette question-là, Yannick? C'est des vents solaires? Non, même à ce niveau-là, les vents solaires, en fait, n'arrivent pratiquement plus. Les vents solaires, ce sont un peu comme des explosions. Donc, tu peux en capter, mais une fois qu'il est passé, le vent solaire, que reste-t-il? Mais là, on le sait. C'était évoqué, les scientifiques se sont imaginés que quelque part dans l'univers, de façon uniforme dans l'univers, il doit y avoir quelque chose. Et ce quelque chose, c'est le plasma, une espèce de gaz dans lequel baignerait tout l'univers, le plasma. Mais comment le démontrer? On a envoyé en 1977 deux sondes, Voyageur 1 et Voyageur 2, dont les missions étaient d'explorer les grandes planètes joviennes, Uranus, Neptune et Pluton. Jupiter, Uranus et Neptune. Donc, c'était leur mission. Mais une fois qu'elles ont fait ce travail, elles ont quitté notre système solaire. Au moment où on se parle, la sonde, par exemple, Voyageur 1, elle se trouve à 23 milliards de kilomètres de la Terre. Depuis 2012, elle est sortie de ce qu'on appelle le système solaire. Donc là où elle se trouve, il n'y a plus d'attraction du Soleil. Les gaz des planètes ne vont plus là. Elle est dans le vide sidéral. Et pour te donner une idée, là, elle se déplace à la vitesse de 61 000 km à l'heure. Et même si sa mission originale était de 5 ans, elle continue pratiquement 45 ans après les événements à envoyer des signaux vers la Terre. Et là, quand on regarde et ces signaux, écoute, à la vitesse de la lumière, les signaux, donc la vitesse de la lumière, je le rappelle, c'est 300 000 km à la seconde. Et à cette vitesse du 300 000 km à la seconde, lorsque Voyageur 1 envoie un signal vers la Terre, il met 18 heures à arriver sur Terre. Puis Voyageur à quel âge? Voyageur a pratiquement 45 ans. Il est envoyé en 1977. Puis il envoie toujours des signaux. Puis il continue d'envoyer des signaux. On croit qu'il va continuer d'envoyer des signaux jusqu'aux alentours de 2025. Ma laveuse de 2010 que j'ai achetée à marche. Et là, donc, les chercheurs, c'est un article qui vient d'être publié dans un journal astronomique. Là, c'est un travail qui a été fait par des chercheurs de l'Université Cornell et de l'Iowa, publié, comme je l'ai mentionné, dans le Nature Astronomy. Et dans cet article-là, ce que l'on découvre, c'est que la sonde Voyageur 1, elle continue d'envoyer des signaux. Et quand on décrypte ces signaux, là maintenant, on a une réponse. Et cette réponse, elle rejoint ce que les scientifiques supposaient. Il y a effectivement du plasma dans le vide sidéral. Donc, le signaux... En fait, j'aime bien l'analogie qu'ils ont donnée. Les chercheurs expliquent dans l'article. C'est comme si, dans l'univers, le signal que nous envoie Voyageur, il nous montre une pluie, comme s'il pleuvait, une belle pluie, là, très tranquille, une belle averse. De temps en temps, il y a un coup de vent solaire, parce qu'il y a des explosions à la surface du Soleil, et bon, il reçoit ce coup de vent, un peu comme la foudre au milieu d'une pluie, là, au milieu d'une ondée. Mais au-delà de ça, il y a cette pluie tranquille, qui est le plasma. Donc, dans le fond de l'univers, il y a bel et bien ce plasma. Et ce que j'aime dans cet article, il y a deux choses qu'on doit mentionner. Les sondes Voyageurs, on nous rappelle qu'elles sont munies de disques chacune, des disques en or, avec la table tournante. On a mis le disque et la table tournante sur la sonde, dans l'espoir qu'éventuellement elle pourrait tomber entre les mains d'une civilisation extraterrestre. Et avec un graphique simple, du style Ikea, les extraterrestres pourront prendre la table tournante, mettre le disque dessus et le faire jouer.
À ce moment-là, le disque va leur transmettre des sons provenant de la Terre, bonjour en des dizaines de langues. Il y a même la chanson Johnny B. Good de Chuck Berry qui a été mise sur le disque pour montrer un peu des éléments culturels. On a des chants de baleines, on a toutes sortes de trucs. Donc, les sondes, éventuellement, sachant qu'on les perdrait quelque part et qu'elles continueraient leur voyage de manière indéfinie dans le cosmos, on s'est dit, pourquoi pas tenter de mettre dessus un message qui, si elles étaient interceptées par des extraterrestres, pourrait leur dire d'où elles viennent. Mais ce qui me frappe également dans cet article, c'est que, et c'est vrai aussi avec ce que je t'ai mentionné à propos des champignons sur Mars, on a parlé de la sonde Persévérance, tout ça, c'est amusant de voir comment, pour monsieur et madame tout le monde, la population en général, la NASA est une grande organisation. Chaque semaine, à peu près, les hommes, les femmes, les scientifiques qui travaillent pour la NASA ou pour ces organisations en parallèle, comme le JPL Center qui gère les sondes sur la planète Mars, quand on regarde ce qui se fait, la NASA fait reculer les frontières de notre connaissance. C'est probablement peu d'organisations, peu de sociétés, d'institutions à travers le monde ont autant contribué à notre vision de l'univers et à repousser les frontières de la connaissance. Et c'est vrai partout, dans à peu près tous les domaines, quelles que soient les sphères que tu consultes, que ce soit les sphères de la technologie, la science, la culture. On dit tout le temps, oui, la NASA, écoute, nous a révélé tellement de choses, on a envoyé des hommes sur la Lune, des sondes autour des planètes. C'est vrai partout, sauf chez les conspirationnistes. La NASA est l'organisation à peu près la plus diabolisée par les théoriciens du complot. On n'a pas été sur la Lune, ils nous cachent que la Terre est plate, ce sont des méchants. C'est quand même incroyable de voir, quand je lisais cet article, j'étais frappé par comment le monde en général est émerveillé par les réalisations de la NASA, alors qu'à l'autre extrémité du spectre, on a ces conspirationnistes qui n'ont de cesse de diaboliser la NASA comme si c'était la pire organisation jamais mise sur pied sur Terre. En terminant, Christian, question pour toi. Voyageur qui est à quoi 22 milliards de kilomètres de la Terre, il fait quelle température dans ce coin-là? Puis pourquoi ça fonctionne encore? En fait, faut dire que le zéro absolu, là, c'est moins 260 degrés. Fait que je pourrais pas dire la température, mais il doit faire froid en bébite. Et pourquoi ça fonctionne encore? On avait mis une pile atomique à l'intérieur de la sonde. Donc, elle continue d'alimenter la sonde. Mais éventuellement, elle a une durée de vie, cette pile, et lorsque toute sa radioactivité aura été épuisée, elle ne pourra plus contribuer à charger les batteries de la sonde, et à ce moment-là, elle va se taire de manière définitive. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les appareils fonctionnent encore, c'est-à-dire que ce qui va tuer la sonde Voyageur 1, ce ne sont pas un bris de ces appareils, c'est vraiment, on aura été au bout de ses capacités à charger ses batteries. Et au début, elle a des panneaux solaires, elle s'alimentait avec l'énergie du soleil, mais à cette distance, bien sûr, elle doit s'en remettre essentiellement à ses mécanismes internes, et ces mécanismes internes, bien sûr, ont une durée de vie. 18h49, on revient tout de suite. Radio X Files. Avec Christian Page et Yann Marceau. Radio X. « 18h55, on vous rappelle que les documents de Christian Page concernant Coral Castle sont disponibles. Donc, les photos sont disponibles sur notre page Facebook Radio X Files. Le mystère de Coral Castle. On est rendu là. On en est rendu là, donc je veux pas gâcher le plaisir des auditeurs. J'ai préparé une petite capsule. Donc, on y va avec le mystère de Coral Castle, comment tout ça a commencé, comment Ed Leedskalnin a construit, ou à tout le moins les légendes qui entourent la construction de Coral Castle. Et on se retrouve après pour quelques minutes pour essayer de voir les éléments pour ou contre, et en fonction, bien sûr, des différentes hypothèses que l'on propose pour expliquer cette extraordinaire construction qu'est Coral Castle. Alors, sans plus tarder, le mystère Ed Leedskalnin ou le Coral Castle. Nous sommes à Florida City en 1924. Munis de lampes de poche,
Les deux adolescents s'avancent dans la forêt. Ils marchent lentement, craignant chaque pas de mettre le pied sur un serpent, ou pire encore, de se retrouver nez à nez avec un alligator. Déjà, se balader en plein jour dans ces bois, à la frontière des Everglades, est périlleux. Alors en pleine nuit, cette même balade peut vite prendre des allures de cauchemar. Bientôt, entre les arbres, ils distinguent une lueur. C'est le chantier. En ville, on raconte que le propriétaire des lieux, M. Ed, un Russe ou un Polonais, dit-on, travaillerait à l'érection d'une espèce de château. Mais pour des raisons connues de lui seul, il refuse toute aide. Il interdit même à quiconque d'approcher de son chantier. C'est d'ailleurs pour se protéger des curieux que M. Ed a choisi de travailler la nuit. Pendant que les gens se préparent à se mettre au lit, lui, au contraire, commence sa longue journée de labeur. Pour éviter d'être repérés, les garçons éteignent leurs lampes et s'approchent en profitant de chaque rocher et de chaque arbre pour ne pas se faire repérer. Ils ne sont plus qu'à une dizaine de mètres de l'ouvrier. Même si le chantier est chichement éclairé, la lumière est suffisante pour qu'ils distinguent les manœuvres de M. Ed. Celui-ci se tient debout à côté d'une espèce de tripode en bois, et, devant lui, un immense bloc de pierre flotte littéralement dans l'air. Les adolescents se frottent les yeux. Mais non, ils ne rêvent pas. Cet immense caillou, qui doit faire au moins 2 mètres de diamètre et peser des centaines de kilos, flotte à 1,50 m du sol. Il n'est retenu par aucun câble et ne repose sur aucun levier. Il est là, en l'air, comme suspendu en état d'apesanteur. Puis, comme s'il s'agissait d'une simple baudruche, M. Ed le pousse en avant. Le monolithe roule dans l'air comme un ballon de plage. Cachés derrière leurs rochers, les deux adolescents s'interrogent du regard. Qui les croira? Comment convaincre les incrédules que l'impossible est possible? En 1912, Edward Leedskalnin, un jeune maçon de 25 ans, quitte sa Lettonie natale. Il a le cœur brisé. La veille de son mariage avec Agnès Koff, celle-ci, sans explication, a décidé de rompre. Leedskalnin est inconsolable. Il s'embarque pour l'Amérique, la terre promise. Il séjourne un temps au Canada, puis en Oregon, en Californie et au Texas. Il travaille comme maçon, mécanicien et bûcheron. En 1920, atteint d'une forme de tuberculose, il décide de se rendre dans le sud pour profiter du climat. 3 ans plus tard, on le retrouve en Floride où il vit d'expédients. En 1923, il acquiert un terrain à l'extérieur de Florida City, un secteur marécageux à la frontière des Everglades. C'est là qu'il entreprend, dans le plus grand des secrets, la construction d'un château à la mémoire d'Agnès, sa Sweet 16, comme il la surnomme avec affection. Au cours des 4 années qui suivent, Leedskalnin va ériger sur ses terres, tel un gigantesque puzzle, une immense enceinte à l'intérieur de laquelle il aménage des jardins, des estrades et des tours. Tout est fait de corail, des murs d'enceinte aux meubles, en passant par les portes et les fontaines. Les blocs sont sculptés à même les bancs coralliens que l'on retrouve dans la région et transportés à leur emplacement actuel. Pourtant, pour l'érection de son château, Ed ne fait appel à aucune machinerie lourde, ni camion, ni grue. Même ces outils ne sont pour la plupart que des bricolages artisanaux faits de vieilles pièces de voiture et de rebuts, tirés du dépotoir municipal.
Il travaille essentiellement de nuit et s'assure qu'il n'y a personne autour pour l'espionner. Peu à peu, l'art secret de Lidscornin alimente la rumeur. Des jeunes affirment même l'avoir vu déplacer d'immenses blocs de pierre en les faisant flotter dans l'air comme des ballons à l'hélium. Et quand on demande au principal intéressé le secret de Coral Castle, celui-ci se contente de dire qu'il maîtrise l'art des constructeurs de pierre, comme le maîtrisaient avant lui les architectes des pyramides. Coral Castle se présente comme un grand jardin entouré d'une muraille de 3 mètres de haut. L'ensemble est à ciel ouvert, sauf une espèce de tour à 2 étages, les quartiers privés de Lidscornin. Au début des années 1930, l'ensemble, baptisé Rock Gate ou Rock Gate Park, est suffisamment achevé pour susciter l'intérêt des touristes. Et Ed compte bien profiter de cette manne. En janvier 1932, il fait publier une petite annonce dans le Miami Daily News, invitant les lecteurs à venir faire l'expérience des lieux. Pour 10 cents, il offre une visite guidée de son domaine. La réaction des visiteurs en est une de stupéfaction. Et lorsque ces curieux lui demandent comment il s'y est pris pour rassembler ces immenses blocs de coraux, Ed reste vague à souhait. Il parle d'énergie et de magnétisme, un discours aussi nébuleux qu'hermétique. Mais les marécages de Florida City sont loin des secteurs populaires de Miami. En 1937, probablement pour maximiser le potentiel touristique de son château de corail, Ed Lidscornin décide de déménager son œuvre à Homestead, à 16 km plus au nord, en bordure de l'autoroute numéro 1. Un projet titanesque. L'annonce de cette relocalisation amène son lot de bénévoles. Ils sont nombreux ceux et celles qui souhaitent mettre la main à la pâte. Mais Ed n'a nul besoin de cette aide. C'est seul qu'il a construit son château et c'est seul qu'il compte le déplacer. Ou presque. Pour mener à bien son projet, Ed n'a recours qu'à une plateforme, construite par lui-même, tirée par un tracteur. En l'occurrence celui de l'un de ses voisins, un certain Bob Bigger. Mais là encore, son travail se fait dans le plus grand secret. Patiemment et en solitaire, Ed défait un à un les blocs du château qu'il place sur son fardier. Une fois cette première étape accomplie, il contacte Bigger, qui se charge d'arrimer son tracteur à la plateforme et de la transporter jusqu'à Homestead. Une fois à destination, il abandonne le fardier que Ed, souvent à la faveur de la nuit, s'occupe de décharger et de rassembler à nouveau. Les opérations de chargement et de déchargement nécessitent de 2 à 3 semaines. Lidscornin met un peu plus de 2 ans pour compléter son déménagement. Ce que d'aucuns croyaient impossible est devenu réalité. Coral Castle a été déplacé dans sa totalité, sans camion et sans équipement lourd. Avec le temps, l'étonnante construction devient une attraction populaire. Hélas, elle n'attire pas que les touristes. Des agents du gouvernement débarquent aussi à Coral Castle. Sous prétexte que son antenne radio interfère avec celle de la base militaire voisine de l'Air Force, des agents questionnent Lidscornin sur ses activités et sur ses méthodes de construction. Visiblement, eux aussi sont intéressés par ces techniques. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, Ed Lidscornin abandonne ses travaux d'architecte pour se consacrer presque exclusivement à des recherches sur le magnétisme et l'électricité. En 1945, il publie à compte d'auteur Magnetic Current, une monographie dans laquelle il soutient que
Toute matière se compose d'aimants individuels et c'est le mouvement de ces aimants dans l'espace, à l'intérieur de la matière, qui produit des phénomènes mesurables, c'est-à-dire le magnétisme et l'électricité. Est-ce le secret de Coral Castle? En décembre 1951, Ed, âgé de 64 ans, se rend à l'hôpital de Miami. Il est faible et souffre de malnutrition. Il décède quelques jours plus tard, emportant avec lui son extraordinaire secret. Depuis son décès, une foule de chasseurs de mystères se sont attaqués à l'énigme du Coral Castle. Comment ce petit bonhomme d'1,52 m et d'à peine 45 kilos s'y est-il pris pour tailler, déplacer et assembler ces immenses blocs de coraux, lui qui n'avait pour seul moyen de transport qu'une bicyclette? Il faut dire que Coral Castle est une pépinière d'énigmes. Pour l'érection des murs et de la tour, Ed Litzkalnin a utilisé 1000 blocs de corail. Certains de ces monolithes pesaient près de 30 tonnes, plus lourds que la plupart des blocs de la pyramide de Khéops. Comment a-t-il fait pour tailler, soulever et assembler ces immenses blocs? Litzkalnin a utilisé 100 tonnes de corail supplémentaires pour sculpter les divers éléments de son jardin, meubles, fontaines et autres objets décoratifs. Là encore, le transport et la mise en place posent problème. À l'intérieur de l'enceinte de Coral Castle, Ed a dressé un obélisque de pierre de 17 mètres de haut pour un poids de 30 tonnes. Et encore une fois, sans utiliser de la machinerie lourde. La réalisation la plus remarquable de Coral Castle demeure néanmoins la porte principale, un monolithe de 10 tonnes, si parfaitement monté sur une tige centrale qu'il suffit d'une légère pression du doigt pour le faire pivoter sur son axe. La plupart des chercheurs admettent que Ed avait probablement mis au point un système antigravitationnel, un système assez semblable à celui utilisé par les trains à suspension magnétique. Si un aimant est placé au-dessus d'un autre, leurs poids opposés ont naturellement tendance à s'aligner pour s'attirer mutuellement. Si on empêche cet alignement des pôles, ils se repoussent. Se pourrait-il que Litzkalnin ait eu recours à ce principe pour soulever ces gros blocs? Sur de rares photographies prises lors de la construction du Coral Castle, on peut voir un dispositif formé de 3 poteaux de téléphone disposés en tripode et surmontés d'une boîte carrée. Des câbles ou des fils sortent de cette boîte et pendent entre les poteaux. Aucun dispositif de ce genre n'a été trouvé dans l'atelier de Ed après sa mort. Sans doute l'avait-il démonté pour empêcher qu'on l'examine. À ce propos, en 1992, au lendemain de l'ouragan Andrew, qui a dévasté le sud de la Floride, les militaires ont occupé Coral Castle, l'une des rares constructions à avoir résisté aux affres de la tempête. Durant cette occupation, certains soutiennent que les militaires se seraient livrés à une fouille minutieuse des lieux, incluant une exploration sous-marine du puits. C'est tout au fond de ce dernier qu'ils auraient découvert la mystérieuse boîte que Ed plaçait au sommet de ses tripodes en bois et qui semble liée d'une manière ou d'une autre à la construction de Coral Castle. En catimini, la boîte aurait été extraite du puits et envoyée à la base militaire de Groom Lake au Nevada, des installations militaires ultra secrètes connues uniquement sous le vocable de « Zone 51 ». Qui sait?
Aujourd'hui, Coral Castle est une importante attraction touristique. Chaque année, des milliers de visiteurs s'émerveillent devant le travail accompli en ces lieux. Tous s'interrogent aussi. À quoi ressemblerait le monde si Ed Litzkalnin avait livré son secret? Qu'en aurions-nous fait? Aurions-nous eu la sagesse de l'exploiter pour le mieux-être de l'humanité? Ou l'aurions-nous utilisé pour mieux diviser les hommes? Après tout, le spectre du mur de Berlin n'est jamais bien loin. Radio X Files. Avec Christian Page et Yann Marceau. Radio X. Les magnifiques histoires de Christian Page, plusieurs questions des auditeurs dans les dernières minutes par texto au 88-670-9098. J'ai bien hâte de t'entendre suite à cette J'ai vu d'ailleurs un commentaire d'une auditrice qui écrit qu'un film porno a été tourné dans Coral Castle. On n'a pas les mêmes références, mais elle a tout à fait raison. Mais elle a fait ses recherches. Oh, elle a fait ses recherches. Effectivement, c'est un film qui s'intitulait Nude on the Moon, hein, Nu sur la Lune. Ouais. Et c'est un film de 1961. Moi, c'était pas vraiment un film érotique, mais c'est un film pour l'époque. C'est un film qui avait de la nudité. Et effectivement, c'était des voyageurs, des astronautes terrestres, terriens, qui débarquaient sur la Lune et là découvraient toute une communauté d'Amazones qui vivaient là. Ouais. Et c'est effectivement vrai. Le film a été tourné à l'intérieur de Coral Castle. T'as été lire le synopsis? OK. Hey, j'ai vu le film. Comment des blocs aussi lourds arrivaient là? Et de deux, quand il y avait la livraison, comment ils faisaient pour décoller ça du sol? Là, tu vois, tu poses la bonne question. On va passer au sport. Le Canadien il a fait des séries. Oui, c'est Canadien, c'est mais non, effectivement, là il y a plus d'abord, il faut savoir que quand on parle de Coral Castle, il y a un élément qu'on doit retenir, c'est que souvent lorsque l'on regarde des constructions comme celle-là, on pense en fonction d'individus industrialisés dans une société, dans une communauté qui est performante. Donc, on se dit souvent, OK, ça va prendre combien de temps, puis ça va coûter combien d'argent. Et c'est normal que l'on pense comme ça parce que ce sont des préoccupations qui sont associées à toutes les grandes constructions. Que l'on construise une maison, que l'on construise un stade, que l'on construise un amphithéâtre ou un stadium, même si on n'a pas d'équipe de hockey, ça se peut. Qu'est-ce que tu voulais dire d'autre, là? On passe le segment, là. On efface. On va couper ça au montage. On va couper ça au montage. Donc, c'est vrai qu'on pense à ça. Combien de temps et combien ça va coûter. Ouais. Et on oublie que à travers l'histoire, ces préoccupations-là n'ont pas toujours été omniprésentes. Quand on pense, par exemple, aux pyramides, la prémisse des ouvriers était de dire il faut que la pyramide soit construite du vivant du pharaon. Mais ça, on ne pouvait pas l'anticiper. Là. Est-ce que le pharaon va vivre 20 ans ou 50 ans? Mais on se donnait une marge de 20 ou 30 ans à peu près qui était le règne moyen des pharaons. Mais il n'y avait pas d'éléments associés ou comment ça va coûter. C'est-à-dire qu'on passait au-delà de ça, on construisait et il y avait des ouvriers, on nourrissait les ouvriers parce que dans le cas des grandes pyramides, les ouvriers n'étaient pas des esclaves. Là, ça, c'est beau dans les 10 commandements là, où on fouette les Hébreux pour qu'ils traînent les blocs, mais ça, c'est de la fiction. Là. Les ouvriers qui travaillaient au chantier des pyramides étaient des gens qui étaient rémunérés. Donc, ils étaient rémunérés, on leur offrait le logis, on leur offrait la nourriture. Et durant les périodes où il n'y avait pas parce que la période de crue du Nil était relativement courte, les moissons étaient courtes également, donc le reste de l'année, les gens pouvaient travailler, se nourrir, être, entre guillemets, payés maigrement, c'est vrai, mais être quand même payés pour travailler au chantier de la pyramide. Donc, il n'y avait pas cette grande préoccupation de combien de temps ça va prendre et comment ça va coûter.
Et c'est vrai pour la plupart des grandes constructions d'Europe. Hein. La cathédrale Notre-Dame à Paris, c'est une construction qui s'est étirée sur des siècles. La construction des statues de l'île de Pâques, les Moai, hein, les Rapa Nui, donc les autochtones, les insulaires qui vivaient sur l'île de Pâques, avaient développé cette idée de construire ces géants. Ça reste un peu encore mystérieux quelles ont été toutes les motivations. On en connaît quelques-unes de leurs motivations, mais on ne connaît pas toutes les motivations. Mais ces gens-là se rendaient dans le cratère du Ranu Raraku, qui est le volcan de l'île, parce que l'île est d'abord une île volcanique. Et là, avec des marteaux de pierre, on sculptait la statue, puis on les amenait, puis on les dressait, puis on en construisait une deuxième, une troisième. On n'avait pas un agenda de dire les statues doivent être terminées en 2 ans, en 6 mois ou en 5 ans. Et cette pensée-là, évidemment, nous réduit notre façon de voir les grandes constructions qui, soudainement, nous apparaissent fantastiques parce qu'on a cette préoccupation-là. Dans le cas de la construction de Coral Castle, Ed Leedskalnin n'avait pas cette préoccupation-là. Lorsqu'il débarque dans sa Floride, près de Florida City, dans son petit domaine, et il décide d'entreprendre la construction de Coral Castle pour Agnès, sa Sweet 16, il ne s'impose pas un temps. Il ne dit pas cette construction-là devra être terminée dans 1 an ou dans 2 ans. Et ça n'a pas d'importance pour lui. Et chaque jour, il travaille. Il besogne et il avance progressivement dans son travail. Donc, on doit considérer que Ed Leedskalnin, les blocs, on sait que les blocs sont directement taillés à même le sol où ils se trouvent. Toute cette partie-là de la Floride a un sous-sol qui est composé de corail fossile. Donc, il prend les blocs directement sur place. Comme l'ont fait d'ailleurs les constructeurs des pyramides. On s'imagine que les constructeurs des pyramides allaient chercher leurs blocs dans une carrière à des dizaines et des dizaines de kilomètres, alors que ce ne sont que certains blocs à la base de la pyramide qui ont été apportés de carrières voisines. Mais dans l'ensemble, les roches qui ont servi à la construction des pyramides ont directement été prises sur le plateau de Gizeh. Donc on est sur place, on prend la roche, on la coupe sur place, on la taille, on la soulève, on la met dans la pyramide. D'ailleurs, pour ceux et celles qui nous écoutent et qui ont déjà visité le site des pyramides à Gizeh, on le voit, là, on voit les trous laissés autour de la pyramide de là où on a extrait les fameux blocs. C'est exactement la même chose lorsqu'il est à Florida City et que Leedskalnin entreprend la construction du château. Il prend les blocs à même le sol où il décide de construire son truc. Maintenant, comment s'y prend-il? Bon, je te rappelle, il y avait une célèbre phrase d'Archimède qui disait « Donnez-moi un levier et un point d'appui et je soulèverai le monde. » Or, cet élément-là, Ed Leedskalnin le connaît bien. C'est un maçon et quand on regarde son atelier, on voit qu'il avait des chaînes, il utilisait des mécanismes de levier. Donc, il connaît ces principes, les principes de levier. Est-ce qu'il va tout faire? Est-ce qu'il va tout construire à l'aide simplement de chaînes et de leviers? Là, écoute, c'est 2 clans qui débattent de la question. Il faut dire qu'en 1996, un ouvrage post-mortem avait été publié par un certain Orval Irwin, qui a connu Ed Leedskalnin de son vivant, qui était même ami avec Leedskalnin. Et il a été tellement offensé de voir toutes les théories un peu fantaisistes qui circulaient dans les années 60 et 70 sur la construction de Coral Castle, qu'il a publié un ouvrage qui s'intitule, à compte d'auteur qui s'intitule Mr. Cannot Did Die. Monsieur qui disait que ça se faisait pas est mort, The True Story of Coral Castle, l'histoire vraie de Coral Castle. Et dans cet ouvrage, l'auteur, encore une fois, je le rappelle, qui était un proche de Leedskalnin, parce que Leedskalnin est décédé sans enfant, sans héritier, mais il y avait des gens autour de lui à qui il se confiait, et ce Irwin était l'un de ses amis. Et lui dit dans cet ouvrage, il montre des schémas, des graphiques, il dit « Toute la construction de Coral Castle ne s'est faite qu'avec des leviers, des chaînes et des poulies. Rien d'autre. Leedskalnin n'a jamais utilisé quelques mécanismes ou technologies ou techniques exotiques pour déplacer les blocs. Essentiellement des leviers, des chaînes, des palans, et tout ça était suffisant pour déplacer les blocs qui vont servir à Coral Castle. Bien sûr, la question, puis là, il rappelle bien sûr que du corail, c'est une pierre, oui, elle est lourde, mais ça demeure une pierre poreuse qui est très facile à tailler et à détacher du sol.
Maintenant, ceux qui... Bon, alors là, tu peux être dans ce clan qui dit, bon, ben voilà, Ed Scanlon a mis 20, 25 ans, il travaillait tous les jours, il n'y avait pas un patron qui lui poussait dans le dos pour qu'il performe. Et finalement, ben, avec des marteaux, des outils relativement simples, il a réussi à tailler ses blocs, à les soulever et à les mettre en place en utilisant des principes, les mêmes principes. D'ailleurs, hein, quand Ed Scanlon disait « Je connais les secrets des constructeurs de pierre comme ceux des pyramides », ben, il n'a pas tout à fait tort. Hein. Quand on regarde les grandes cathédrales du Moyen-Âge, je l'ai mentionné un peu plus tôt dans l'émission, ces gens-là n'avaient que à peu près les mêmes outils qu'avaient les Égyptiens. Hein. Ils avaient des marteaux, des ciseaux à froid, des fils à plomb, des équerres. Au mieux, ils avaient également des espèces de grues en bois qui servaient de levier, parce que bon, les Égyptiens connaissaient les rouleaux, connaissaient la roue, puis connaissaient également les mécanismes de levier, donc ils les ont utilisés pour déplacer des blocs. Et les Égyptiens ont fait ça il y a 3000 ans, 3000, 4000 ans, et les constructeurs des cathédrales ont fait exactement la même chose, ont utilisé le même type de grue en bois sur roue pour servir de balancier pour soulever des blocs. Ils avaient des ciseaux à froid pour tailler la pierre et les montaient. Donc c'était des principes simples, mais qui permettaient de construire des œuvres monumentales. Et lorsque Ed Scanlon dit « Je connais le secret des constructeurs de pierre », ça ne veut pas nécessairement dire qu'il fait référence à une technologie ou à une technique exotique. C'est comme si un maçon te dit « Je connais les techniques des maçons ». C'est tout. Les maçons ont des techniques qui sont à eux. Je suis un maçon et je connais cette technique. Astine-moi pas. Mon grand-père était chirurgien. Je connais ça. Voilà. Évidemment, ceux qui refusent d'accepter, parce que c'est très impressionnant, Coral Castle. Donc, les gens qui refusent d'accepter ces explications sont toutes très terre-à-terre, et je peux les comprendre. Je suis pas de ce nombre. Évidemment, avec mon sens du rationnel et du scepticisme, je suis plutôt d'avis que, effectivement, des leviers, des poulies, des palans ont certainement été les éléments essentiels à la construction de Coral Castle sans avoir à faire appel à des technologies ou des techniques extraordinaires ou fantaisistes. Mais je peux comprendre que des gens refusent d'accepter cette explication. Et lorsqu'ils refusent d'accepter l'explication, ils soulèvent des éléments. Ils disent d'abord, pourquoi Ed Scanlon, si ce n'était que ça? Pourquoi Ed Scanlon travaillait-il toujours? Parce que ça, c'est tout à fait vrai. Pourquoi travaillait-il toujours seul? Même si des gens s'offraient de l'aider, il refusait l'aide de qui que ce soit. Il travaillait toujours à la nuit tombée et refusait que des gens le regardent travailler. Pourquoi faire ce mystère? Est-ce que c'était pour lui la construction du Coral Castle? Est-ce que c'était une espèce d'œuvre avec laquelle il était un peu en communion? Il faut toujours se rappeler la motivation d'Ed Scanlon. Il construit Coral Castle dans l'image de cet amour perdu de cette Agnès. C'est peut-être pour lui une sorte de rédemption de dire « je vais construire Coral Castle ». Alors c'est peut-être la raison pour laquelle il refusait d'avoir l'aide de qui que ce soit pour la construction du bâtiment. Mais cela n'explique pas pourquoi garder tant de secrets sur l'art qu'il utilise pour la construction. On a aussi beaucoup évoqué ces histoires de tripodes en bois avec une espèce de boîte au sommet. J'ai d'ailleurs mis une photographie en noir et blanc sur le site de Radio X-Files où on voit l'un de ces tripodes. Quand on pose la question, par exemple, à Orval Irwin, qui écrit cet ouvrage sur Coral Castle et dans lequel il décrit les méthodes utilisées par Ed Scanlon, Irwin dit ces fameux tripodes, au sommet du tripode se trouvaient des palans, se trouvaient des mécanismes avec des chaînes pour multiplier, des multiplicateurs pour la force, un peu comme on en retrouve par exemple dans des garages pour sortir le moteur d'une voiture. On va utiliser ce qu'on appelle le chain block, donc des multiplicateurs de force pour pouvoir soulever. Donc lui il dit voilà, et on les voit quand on visite l'atelier, si les gens regardent la photographie que j'ai mis de l'atelier de Ed Scanlon, on les voit ces multiplicateurs de force, ces chaînes, etc., ces palans. Et là il dit, il plaçait ça dans les tripodes, et la boîte qu'il plaçait au sommet du tripode n'était pas pour dissimuler un mécanisme exotique, mais essentiellement pour protéger ce mécanisme des pluies, de l'air salin, etc.
Ça paraît un peu tiré par les cheveux parce que dans bien des cas, ces palans étaient montés au jour le jour et défaits à la nuit tombée, et même si la température était tout à fait agréable et clémente. Donc pourquoi est-ce que Ed Letzkalnin se serait-il donné ce mal de dissimuler des mécanismes somme toute très conventionnels dans des boîtes pour les soustraire au regard des gens qui auraient pu passer à proximité? Évidemment, c'est la porte ouverte à tous les fantasmes. Tu peux imaginer n'importe quoi, et c'est probablement pour ça que le Coral Castle attire encore aujourd'hui autant de touristes et continue de fasciner les gens. Parce que on n'a pas d'opinion tout à fait tranchée. Il y a ceux auquel j'appartiens, qui croient que Ed Letzkalnin était un très bon maçon. Il a utilisé des techniques qui étaient les mêmes qu'utilisées au Moyen-Âge par les constructeurs de cathédrales, par les Romains pour la construction des aqueducs, ou encore par les Égyptiens pour la construction des pyramides. Rien d'exotique, simplement de la bonne débrouillardise et des connaissances en architecture et en maçonnerie. Alors que d'autres, évidemment, imagine des techniques exotiques et mystérieuses. Et c'est vrai qu'il y a place à ça, à imaginer ça, même si, bien sûr, ça ne repose sur aucune preuve tangible. On n'a jamais rien retrouvé, ni dans l'atelier d'Ed Letzkalnin, qui permettrait de croire qu'il ait joui de quelques outillages exotiques ou qu'il ait eu des connaissances extraordinaires. Et même quand il écrit ses ouvrages sur le magnétisme, qui va beaucoup alimenter les dernières années de sa vie, il parle du magnétisme. On voit qu'il reprend à son compte des théories qui ont été développées notamment par un autre très connu par les amateurs de mystère qui s'appelle Nikola Tesla. Donc il reprend ces idées-là. D'ailleurs, il y a une histoire de Nikola Tesla avec Québec, à Beauport. On en avait déjà parlé un peu. On raconte que Tesla aurait pu côtoyer un citoyen de Beauport, Arthur Matthews, etc. Mais bon, bref, c'est vrai que Nikola Tesla, dans les années 20, les années 30, était un génie, et il a énormément planché sur des technologies un peu avant-gardistes. Il parlait de l'énergie, le magnétisme et tout ça. Et on retrouve l'essence de ça dans les écrits de Ed Letzkalnin. Mais jamais, au moment où Letzkalnin parle de ça, il écrit à ce sujet-là, c'est nous qui faisons un raccourci entre ça et Coral Castle, parce que lui, Letzkalnin, ne dit pas ça. Lorsqu'il parle du magnétisme, l'énergie, il ne dit pas noir sur blanc, mot à mot, j'ai utilisé de telles techniques pour construire Coral Castle. Il dit pas ça. Il peut le laisser supposer entre les lignes, mais jamais c'est dit ouvertement. Et bien sûr, tout ça ne sert qu'à alimenter le mythe que Letzkalnin a voulu aussi entretenir. Quand les gens le visitaient, il aimait laisser courir ce mythe et l'idée extraordinaire qu'il y avait quelque chose dans Coral Castle de fantastique. D'ailleurs, lorsqu'on entre dans Coral Castle, j'ai mis une photographie, on voit à la porte d'entrée, vous allez être témoin, je ne me rappelle pas exactement ce qui est écrit sur la photo, mais vous allez voir quelque chose, une prouesse extraordinaire ou quelque chose comme ça qu'on utilise comme expression. Et c'est vrai que quand on est à l'intérieur de l'enceinte, ce que l'on voit est absolument fabuleux. Donc voilà pour Coral Castle. Les esprits critiques rationnels auront tendance à reprendre à leur compte cette idée proposée par Archimède qu'avec un levier, on peut soulever le monde et que Ed Letzkalnin n'a rien eu besoin de plus qu'un simple levier d'un point fixe pour créer Coral Castle. Et si on préfère croire ou adhérer à des hypothèses plus ou moins exotiques, bien sûr, il y a place aussi pour alimenter ces spéculations. Mais c'est se donner de la misère puis manger du pain noir pendant des années et des années, de ne pas demander de l'aide, de se cacher constamment. Oui, absolument. Ça reste un peu mystérieux. Il y a dans les comportements on fait encore là des raccourcis. On ne sait pas quelles étaient les pensées à ce moment-là de Ed Letzkalnin, mais c'est vrai que c'est nous qui faisons des raccourcis entre son attitude et la construction de Coral Castle. Et est-ce que cette attitude était simplement un trait de caractère du personnage excessivement isolé, un personnage très introverti, on lui connaît pas beaucoup d'amis, il ne parlait pas beaucoup aux gens. Quand on allait, il faisait visiter Coral Castle, il se limitait essentiellement à une visite touristique. C'est un personnage très introverti. Est-ce que c'était un trait de caractère que de vouloir travailler comme ça, en solitaire, dans l'obscurité, ou est-ce qu'il cachait quelque chose?
Encore une fois, écoute Yannick, tes spéculations sont aussi bonnes que les miennes. Donc, ici, on a un coït à moitié interrompu. C'est-à-dire que on a une explication. Et d'ailleurs, quand on visite, c'était amusant parce que quand moi j'ai fait le reportage sur Coral Castle, on était allé là, on avait fait un dossier mystère là-dessus. Quand j'étais à Coral Castle, je parlais avec les gens qui travaillent là, qui sont les guides touristiques. Bon, puis il y a des gens qui s'occupent de l'entretien. Et quand je dis de l'entretien, qui s'occupe également de réparer, parce que bien sûr, avec les années, l'air salin, tout ça, il y a des parties de la pierre qui se dégradent, donc on s'assure de restaurer les parties qui sont endommagées. Et même parmi ces gens-là, il y a une espèce de... Il y a pas consensus, hein? C'est-à-dire qu'il y a des gens, des guides, qui, eux, sont absolument persuadés que les outils qu'on retrouve dans l'atelier de Headless Coleman, hein, ces quelques poulies, ces chaînes, ces palans, sont bien suffisants pour construire Coral Castle. Et d'autres qui travaillent pour la même organisation, eux ont des doutes. Hein? Ils se soutiennent que peut-être que certains blocs auraient pu nécessiter l'emploi de quelque chose de plus exotique que simplement une chaîne ou un palan. Donc, c'est quelque chose qui reste encore dans l'imaginaire et ça, c'est extraordinaire. 19h36, on est vendredi le 14 mai 2021. Simplement vous dire que demain, le podcast sera disponible au www.radiox.com. On fait une courte pause. Marceau, Radio X. Run from me, darling. A killer on the loose in New York for a year and 3 days. Run, my good He is David Berkowitz, the man police believe to be the son of Sam. You better run for your life. They totally ignored the true story of this case. Run. Once they named Berkowitz, it was like, hallelujah, we got our bad guy, everybody can walk the streets again. The city of New York can rest easy. There were real questions in this case. Why do the police not investigate more? The sketches don't add up. You're not going to mistake Berkowitz for being 6 feet tall and blonde. You got suspects dying accidentally. There were 8 attacks. Did you do all of them? I did not pull the trigger at every single one of them. The worst serial killer in New York City didn't do it on his own. This is freaking huge. Son of Sam is not over. Son of Sam still exists. Berkowitz is claiming members of a satanic cult helped in the murders of 6 people. I could feel a force pulling me into the darkness. This group is all over the country. They were devoted to bringing on the end of the world. Is there a link between the Manson killings and the Son of Sam killings? Maury wanted the truth to come out, but nobody would listen. This case went off the rails a little bit. People are scared that this is still happening. With Berkowitz in prison. Who's still out there? You better run for your life. The Sons of Sam. Ouais, la bande-annonce, elle est excellente pour ceux qui comprennent l'anglais. Là, c'est très percutant. Mais il y a plusieurs problèmes dans ce documentaire en 4 parties sur David Berkowitz. Donc, je rappelle pour les gens qui ne savent pas qui est Son of Sam. Donc, à la fin, entre 1976 et 1977, il y a eu une série d'attaques, principalement des couples qui étaient dans leur voiture. Un homme s'approchait près de la voiture et tirait littéralement sur les gens, les blessant ou les tuant au pire. Et après l'une de ces agressions, les policiers ont trouvé une lettre qui avait été laissée sur les lieux du crime. Et dans la lettre, l'auteur avait une espèce de délire mystique, ésotérique, occulte, sinon satanique, et il se disait « Je suis le fils de Sam », et à la fin, il signait cette lettre « Mr. Monster ».
Et ensuite, une autre lettre comme celle-là a été envoyée à un journaliste et dans lequel, là, il reprenait l'idée qu'il était le fils de Sam et là, signait la lettre comme « Je suis le fils de Sam, the son of Sam ». Et c'est comme ça que son nom a été attribué. Et éventuellement, les policiers, à l'été 1977, ont mis la main sur un agent de sécurité, ancien employé des postes, un type qui s'appelait David Berkowitz, au milieu de la vingtaine, et il habitait un appartement dans le Yonkers, et c'est comme ça qu'on a mis fin au règne de terreur de Son of Sam. Dans le cas du documentaire de Netflix, on suit en fait les spéculations, et ça, c'est pas suffisamment dit. D'ailleurs, il y a plusieurs erreurs importantes. Quand le documentaire commence, dans le premier épisode, on dit « Ah, jamais un crime n'avait suscité autant d'intérêt de la part des médias et des communautés, n'avait autant effrayé des communautés. » Bon, là, on beurre épais, là, comme on dit. Il faut quand même se rappeler que, d'abord, si on prend dans l'histoire du monde, le premier véritable tueur en série considéré de l'ère moderne, c'est Jack l'Éventreur en 1888, et crois-moi, Jack l'Éventreur, même si, parce que dans le documentaire on dit Berkowitz a dépassé le nombre des victimes de l'Éventreur. Bon, le nombre des victimes n'a pas beaucoup d'importance. Il y a des tueurs qui en ont tué 60 personnes et sont moins célèbres que Jack l'Éventreur qui en a tué 5. C'est en fait l'impact que ces crimes auront sur la communauté et la société. Et dans le cas de l'Éventreur, il y avait eu des gens qui avaient tué de manière massive à travers l'histoire. On se rappelle, on a fait ensemble une émission sur Gilles de Rais, maréchal français, qu'on reproche d'avoir tué entre 200 et 2000 enfants. Donc, c'est un bon tueur en série, là, si on prend la définition des tueurs en série. Mais l'impact de ces crimes sur la société n'a pas eu celui de Jack l'Éventreur, qui a eu que 5 victimes. Quand je dis que 5 victimes, on s'entend, là, un peu un pléonasme, mais c'est quand même 5 victimes comparé à d'autres tueurs qui en ont eu des dizaines. Mais les crimes ont marqué l'imaginaire. Et uniquement aux États-Unis, bien avant Son of Sam, il faut quand même se rappeler qu'entre 1962 et 1964, la ville de Boston a été prise d'une véritable terreur avec la présence d'un type qui s'appelait Albert de Salvo, que la presse avait surnommé l'étrangleur de Boston. Et au début, l'étrangleur de Boston assassinait des vieilles dames, fait qu'on s'est dit, ben, c'est l'assassin des vieilles dames. Ensuite, on a remarqué que la plupart des victimes de l'étrangleur étaient des infirmières, alors ça devait être l'étrangleur des infirmières. Et puis à un moment donné, il s'est mis à étrangler il a étranglé une jeune femme de race noire et jeune. Alors là, c'est plus seulement l'étrangleur de vieilles femmes blanches et infirmières, c'était l'étrangleur de toutes les femmes. Et crois-moi, la ville de Boston, durant ces 2 années, jusqu'à temps qu'on mette le grappin sur Albert de Salvo, la ville de Boston vivait un véritable règne de terreur. Faut-il rappeler également, 1968-1969, le plus mystérieux de tous les tueurs en série des États-Unis, le Zodiac, dont on n'a jamais attrapé le Zodiac. Il commet des crimes dans la région de San Francisco, laisse des dessins, par exemple, il tue des victimes, va laisser sur la porte de la voiture des victimes une espèce de logo qui ressemble à une cible ou un rond à traverser d'une croix. Il écrit, et à chaque fois, bien évidemment, il revendique les crimes qu'il a fait avant pour s'assurer qu'il ne soit pas prêté à ce qu'on appelle des copycats, donc des gens qui tenteraient d'imiter ses crimes. Et à un moment donné, c'est du grand théâtre. Hein. Il va assassiner un jeune couple qui sont à la plage, il arrive près d'eux, il a revêtu un costume qui ressemble à ceux des bourreaux du Moyen-Âge, une espèce de plastron sur lequel se trouve ce fameux cercle tracé marqué d'une croix, et sur la tête, il a une cagoule noire, il va les poignarder sur la plage. Écoute, le Zodiac Killer a déclenché une véritable frénésie dans la région de San Francisco. Les jeunes, parce qu'encore une fois, un peu comme de Son of Sam, au départ, il attaquait des couples qui se trouvaient dans des régions isolées, des lovers lane. Donc, tout le monde se passait le mot. Il faut éviter de tomber sur le Zodiac Killer. Faut-il se rappeler, 1976-1977, celui qui a donné naissance au département de profiling du FBI, le terrible Ted Bundy, hein, qui a réussi à s'évader 2 fois avec une chasse à l'homme à travers tous les États-Unis. Et là, écoute, quand on nous présente The Son of Sam, on nous dit que c'est le premier du genre, là, on pousse un peu le bouchon, là. Ensuite, on suit Terry Morey. Mais Terry Morey s'est mis dans la tête que... Puis là, on nous dit pas tous les détails, mais Terry Morey s'est mis dans la tête que David Berkowitz était associé à un important réseau satanique.
Alors que ça n'a jamais été démontré. J'ai mis quelques photographies sur le site, on peut les regarder, les gens qui ont la possibilité d'avoir accès à l'ordinateur. J'ai mis, par exemple, on sait que Berkowitz a toujours maintenu qu'il se réunissait, il côtoyait des gens, il se réunissait dans un parc, le Uitmaier Park, dans le Junkers. Et là, il y a une espèce de pavillon qui est avec un dôme, et sous le pavillon, j'ai pris des photos, on voit le pavillon, et en dessous du pavillon, il y avait une espèce d'entrée qui donnait accès à des souterrains qui sont aujourd'hui condamnés. Et il disait, je me réunissais là, il y avait des gens, puis on faisait des espèces de rituels plus ou moins sataniques. Il a impliqué dans ses discours des gens qui habitaient tout près de chez lui, qu'on appelle les Carr, la famille Carr. Hein? Puis là, le père de la famille s'appelait Sam. Fait que des gens ont dit, the son of Sam, c'est le fils de Sam Carr. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Lorsque Berkowitz parle de Sam, il parle plutôt lorsqu'il se réunissait avec ces espèces de groupes sataniques, il y avait une espèce de fête qui s'appelait la fête de Samhain. La fête de Samhain est tout à fait réelle. C'est une fête païenne qui est à peu près l'équivalent de notre fête de l'Halloween. Et dans le cas de Berkowitz, le Sam de la fête de Samhain était une espèce de sorcier du Moyen-Âge auquel lui, Berkowitz, s'associait. J'ai mis une photographie de la maison des Carr parce que 2 des membres de la famille Carr, les 2 fils de Sam Carr, auraient pu être impliqués dans le mouvement, le petit groupe satanique auquel appartenait Berkowitz, et ils habitaient tout proche. Hein. Si vous regardez, si vous avez accès aux photographies que j'ai mises sur le site, j'ai pris une photo de la maison de Sam Carr. C'est une maison, on voit la devanture est jaune, et derrière les arbres, vous voyez un gros bâtiment d'habitation, c'est la maison où habitait David Berkowitz. Donc on voit que ces gens-là sont voisins, que ces gens-là se soient réunis au Uitmaier Park pour tenir des rituels plus ou moins sataniques, c'est bien possible. Et durant son investiture, au moment où il a été arrêté, Berkowitz va déclarer aux policiers, même si après il va nier ça, mais il déclare aux policiers, j'ai commis ces crimes seul, et j'ai commis ces crimes parce que le chien de Sam Carr me parlait. Puis il me donnait des indications. Après, Berkowitz va dire, ça c'est une invention des journaux. Mais les policiers disent, non, ça fait partie de ses déclarations, il a prétendu ça. Très bien. Donc, que Berkowitz ait côtoyé des gens qui donnaient des petits rituels au Uitmaier Park, qui s'adonnaient un peu à du satanisme, c'est possible. Et d'ailleurs, Berkowitz a toujours gardé, cette histoire-là, il l'a toujours maintenue. Mais le problème ici, dans ce reportage, c'est qu'on suit le délire, et il n'y a pas d'autre mot, hein, le délire de Maury Terry qui se met à associer toutes sortes d'événements qui se passent à travers le pays. Il les associe à toutes sortes de ramifications sataniques. Et là, tout ça devient en lien avec David Berkowitz. C'est absolument grotesque. Il faut savoir, j'ai mis une photographie. Oui, une belle photographie de moi et de Kenneth Lanning. Et Kenneth Lanning a été chargé par le FBI à la fin des années 80, début des années 90, d'enquêter sur ces rumeurs de crimes sataniques à l'échelle des États-Unis. Et il n'y a absolument rien là-dedans. Il y avait une époque qu'on appelait la peur satanique. Les gens croyaient que des satanistes avaient infiltré à peu près toutes les sphères de la société, qu'ils assassinaient 50 000 bébés par année, qu'il y avait des ramifications à toutes sortes de groupes, incluant le groupe auquel appartenait Berkowitz. Mais tout ça, les enquêtes du FBI, les enquêtes de la police montrent que tout ça, c'est du fantasme. Ça n'a jamais existé. Et ça, c'est un peu malheureux de voir que le reportage axe beaucoup trop sur les délires de Terry Maury plutôt que sur les véritables travaux menés soit par les enquêtes du FBI et soit par les enquêtes de police. Parce que ces documents-là, ils existent, je les ai vus, je les ai consultés, à la fois quand j'ai fait ma série sur les crimes occultes, autant que quand j'ai écrit mon livre sur les crimes occultes. On va devoir se quitter. Ben écoute, lisez mon livre, Tueur de l'occulte. Bon Salut week-end. Yannick. Bye bye. Oui, toi aussi. On s'en jase vendredi prochain. Ciao. Radio X Files. Radio X. Marceau le soir, présenté par RGTI. Propriétaire d'immeubles, on vous simplifie la vie au meilleur prix. On s'occupe de la location de vos logements et espaces commerciaux selon vos besoins. Location RGTI.